rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Hommage et recueillement en France, un an après les attentats du 13 novembre qui ont fait au moins 130 morts et des centaines de blessés. La politique s'est invitée ce dimanche à la 14e édition du Marathon de Beyrouth. Le Premier ministre désigné Saad Hariri figurait parmi les 43 000 coureurs réunis dans le centre-ville de Beyrouth. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont à nouveau défilé contre Donald Trump aux États-Unis, notamment devant sa tour à New York, où le milliardaire élu président passe le week-end pour préparer son futur gouvernement. Un an, jour pour jour, après les attentats de Paris et de Saint-Denis, une plaque gravée avec les noms des victimes a été dévoilée sur tous les sites des attaques qui ont fait au total 130 morts et des centaines de blessés le 13 novembre 2015. Au fil de la matinée, tous les noms des victimes ont été énoncés. De son côté, le président de la République, François Hollande, n'a pas prononcé de discours pour des commémorations voulues sobres, conformément aux vœux des familles. Le récit d'Antoine Fenot. C'était il y a un an, jour pour jour. Un an que 130 personnes perdaient la vie dans les attentats de Paris et de Saint-Denis. Aujourd'hui, la France se souvient et rend hommage aux victimes de ces attaques. Toute la matinée de ce 13 novembre 2016, des plaques commémoratives ont été dévoilées sur les lieux des attaques par le président François Hollande. À commencer par le Stade de France, où le fils de l'unique victime de l'attaque a pris la parole. Né au Portugal mais ayant choisi la France comme pays d'adoption, il était la preuve incarnée que l'intégration est possible et nécessaire. Lui qui avait des amis de toute nationalité, il savait respecter l'identité de chacun. Pour lui, la France était le dénominateur qui nous était commun. Et c'est cette image de tolérance que je garde de lui. Plus tard, c'est devant les terrasses des cafés du 11e arrondissement que là encore des cérémonies ont eu lieu. À la Bonne Bière, au Petit Cambodge, à la Belle Équipe, à chaque fois, une gerbe de fleurs est déposée. Pour finir, un hommage est rendu devant le Bataclan, symbole de l'horreur de ce jour, là où 90 personnes ont perdu la vie pendant un concert. Un à un, les noms des victimes sont égrenés pour réaliser, mais surtout ne pas oublier. Personne ne s'exprimera, ni le président, ni les membres du gouvernement. Un souhait des familles des victimes, une manière de garder à l'esprit que ce jour n'est désormais plus comme les autres. Et un an après les attentats du 13 novembre, le Bataclan a rouvert ses portes samedi soir avec un concert de Sting. Des victimes des attaques et des proches endeuillés étaient présents dans la salle. Un moment très fort pour célébrer le retour de la vie. Le reportage de Johanna Citruc. Sur la scène, l'émotion est palpable. Accompagné du trompettiste Ibrahim Malouf, Sting entonne les premières notes de Fragile. Le morceau date de 1987, mais les paroles sont plus que jamais d'actualité. Un an après les attentats du 13 novembre 2015, la musique résonne de nouveau au Bataclan. Ce soir-là, 90 personnes avaient perdu la vie dans la salle parisienne. C'est en français que le chanteur britannique a tenu à leur rendre hommage. Nous avons deux tâches importantes à concilier. D'abord, se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque il y a un an. Ensuite, célébrer la vie et la musique comme le représente cette salle de spectacle historique. Sting a ensuite fait observer une minute de silence. Nous ne les oublierons pas. Avant de jouer ses plus grands tubes, 37 ans après son concert avec le groupe Police au Bataclan. Dans la salle, les fans se mêlent aux survivants de l'attaque et proches des victimes. À la sortie, certains déposent des fleurs et des bougies. C'était très émouvant après ce qui s'est passé. Sting a donné beaucoup d'énergie et ça a fait beaucoup de bien à tout le monde et c'est bien parce que le Bataclan revit et le Bataclan ne mourra jamais. Je pense que le Bataclan est rené de ses cendres complètement. C'est reparti quoi. Les recettes de la soirée seront reversées à plusieurs associations de victimes.
Un an après les attentats du 13 novembre, les investigations ont permis de reconstituer avec une grande précision la naissance de ce projet terroriste hors norme. L'enquête menée par 6 juges d'instruction a permis de lever le voile sur les failles des services de renseignement. Mais l'enquête n'a pas permis encore d'éclaircir toutes les zones d'ombre. Le nom du commanditaire des attaques reste l'une des grandes inconnues. Ludovic de Foucault nous en dit plus. Bonjour. 13 novembre 2015, des coups de feu et des explosions retentissent au Bataclan. 3 commandos de 9 hommes partis de Belgique sèment la terreur à Paris et à Saint-Denis. 9 hommes plus Salah Abdeslam, dont le rôle le soir des attentats reste à éclaircir. Muré dans le silence, à l'isolement à Fleury-Mérogis, l'homme refuse de coopérer et ses avocats ne le représentent plus. Il parle pas. Bon, alors vous savez, pour défendre quelqu'un, il faut s'exprimer. Il y avait plein de choses à dire sur ce qu'il n'a pas fait, sur ce qu'il a fait. Il y a un travail d'instruction qui est mené avec sérieux, qui se fera sans lui. Alors peut-être que d'autres arriveront à le faire collaborer à l'action de la justice. C'est pas notre cas, donc nous on se retient. Avec Salah Abdeslam, 7 autres personnes sont écrouées dans le cadre de l'enquête. Une enquête qui a fait un bond en avant après les attentats du 22 mars à Bruxelles. Car ces attaques ont révélé aux policiers le vaste organigramme d'une cellule terroriste aux multiples ramifications. Un ordinateur portable est notamment retrouvé dans une poubelle près d'une planque de Schaerbeek, un quartier de Bruxelles. Dans le disque dur, un fichier, 13 novembre, et des sous-dossiers. Le premier, groupe Omar, le surnom d'Abdelhamid Abaoud, celui qui fut un temps considéré comme le cerveau des attentats de Paris et qui a participé aux fusillades des terrasses. Le groupe français ensuite, français comme les 3 tueurs du Bataclan. Groupe irakien comme 2 des 3 kamikazes du Stade de France. Groupe Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam, et groupe Métro. Ces 2 derniers sous-fichiers interrogent. S'agit-il des opérations de Belgique? D'autres attentats étaient-ils prévus? L'hypothèse d'autres protagonistes, en tout cas, existe. 2 hommes arrêtés dans un centre de réfugiés en Autriche en décembre ont avoué qu'ils avaient été missionnés pour commettre des attentats à Paris. Un certain Abou Ahmed aurait organisé leur venue depuis la Syrie. Oussama Attar, de son nom de guerre Abou Ahmed, et a ressurgi plusieurs fois dans les enquêtes. Il est le cousin, par exemple, des frères qui ont commis les attentats kamikazes à Bruxelles. Son petit frère, a été arrêté avec les clés d'une planque des djihadistes dans un quartier de Bruxelles. Oussama Attar, alias Abou Ahmed, est-il le vrai cerveau des attentats de Paris et de Bruxelles? Son nom est revenu régulièrement dans l'enquête, trop régulièrement selon certains pour qu'il soit le véritable commanditaire. En mai dernier, le patron de la DGSE avait affirmé devant une commission parlementaire qu'il connaissait le nom du donneur d'ordre, mais qu'il préférait ne pas le dévoiler. Dans le reste d'actualité, je vous l'annonçais en titre, la politique s'est invitée ce dimanche à la 14e édition du marathon de Beyrouth. Le Premier ministre désigné, Saad Hariri, figurait, vous le voyez, parmi les 43 000 coureurs réunis dans le centre-ville de Beyrouth pour cet événement devenu une tradition depuis 2003. Le député Simon Abiramia, président de la commission parlementaire de la jeunesse et des sports, a lui aussi pris part à la course de 42 km dont le coup d'envoi, vous le voyez, a été donné à 6h50 ce matin, bien très tôt. Les résultats chez les hommes maintenant, c'est le Kenyan Edwin Kipto qui a remporté la première place avec un temps de 2h13. Chez les dames, c'est l'Éthiopienne Tigist Getachew qui a décroché la course avec un chrono de 2h32 et 32 secondes. À présent, le patriarche maronite Shaharahi a appelé ce dimanche à la formation du gouvernement libanais avant le 22 novembre, jour de la commémoration de l'indépendance du Liban. Dans son homélie dominicale célébrée à Abkerki, le siège du patriarcat maronite, le prélat a indiqué que les Libanais aspiraient à un gouvernement d'entente nationale qui rassemble toutes les parties conformément à la Constitution et au pacte national, mais loin des politiques opportunistes et des intérêts personnels. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Retour sur le plateau de l'info en Irak. Les travailleurs humanitaires craignent d'importants déplacements de population au fur et à mesure que les forces irakiennes progressent dans Mossoul. Plus de 49 000 personnes ont été déplacées depuis le début des opérations selon l'Organisation internationale pour les migrations. Une demi-douzaine de quartiers de la grande cité du nord de l'Irak ont été libérés ces derniers jours. Le reportage de Pierrick Laurent. Une scène encore inimaginable il y a quelques jours seulement dans ces rues. De la musique à plein volume, la 9e division de l'armée irakienne célèbre son entrée dans Mossoul. Ça fait 3 ans que je n'ai pas entendu de musique, depuis que Daesh est arrivé. Nous sommes tristes parce que tout est interdit, tout est haram. Nous sommes maintenant dans le quartier d'Al-Intisar, dans les faubourgs de Mossoul, un quartier qui a été libéré il y a quelques jours seulement de l'organisation État islamique. Et vous le voyez, l'armée irakienne veut montrer qu'elle renoue le contact avec la population locale, notamment en distribuant de la nourriture aux habitants de ce quartier. Une distribution essentielle, car aucune ONG n'a pu arriver jusqu'ici et la population manque de tout. Nous avons besoin de nourriture, d'eau, d'électricité et d'autres choses. On a besoin de médicaments pour les gens qui ont des maladies chroniques, des médicaments comme celui-ci, pour des problèmes de diabète ou de pression artérielle. On n'en a plus du tout. Rapidement, les files d'attente s'allongent. Chaque personne est soigneusement fouillée. Pas question pour l'armée de prendre le moindre risque. On a peur que des combattants de Daesh cherchent à s'infiltrer. On doit assurer la sécurité. Les habitants, eux, redoutent le retour de l'État islamique. Il y a quelques jours, des djihadistes ont réussi à s'infiltrer. Leurs cadavres jonchent encore le sol, sous les yeux des enfants. La plupart des femmes continuent à porter le niqab. Ici, tout le monde craint une contre-offensive et des représailles. Si Dieu le veut, ils ne reviendront pas. Mais on a peur, de jour comme de nuit. Pour l'armée irakienne, à majorité chiite, l'enjeu est double. Il faut détruire l'État islamique, mais aussi gagner le cœur d'une population de Mossoul, à majorité sunnite. Dans le reste de l'actualité, le président colombien, récent prix Nobel de la paix, se veut résolument optimiste après la signature d'un nouvel accord de paix avec la guérilla des FARC. Juan Manuel Santos espère que les opposants à la première version du texte, rejeté lors du référendum du 2 octobre dernier, accepteront cette fois de soutenir le processus. Noémie Roche nous en dit plus. Ce ministre cubain remet un exemplaire du nouvel accord au chef négociateur du gouvernement, puis à celui de la guérilla des FARC. Les deux hommes scellent ensuite l'accord avec cette poignée de main. La nouvelle mouture du traité de paix a été signée. Plus juste et plus précis selon le président colombien. Cette version prend en compte les critiques émises par le camp victorieux du non au référendum du 2 octobre. Cet accord de paix avec les FARC reprend et reflète les propositions et les idées de tous ceux qui ont participé à ce grand dialogue national. L'accord initial signé le 26 septembre prévoyait notamment que les FARC déposent les armes et deviennent un parti politique. Mais le camp du non, mené par l'ex-président Álvaro Uribe, prônait des sanctions plus sévères contre la guérilla. C'est désormais chose faite. La nouvelle mouture prévoit des peines de privation de liberté pour les guérilleros responsables de délits graves. Ils doivent également divulguer le détail de leur participation à tout trafic de drogue. Enfin, les FARC se sont engagés à indemniser les victimes. Nous disons à la société colombienne que nous avons fait de notre mieux pour répondre aux aspirations de paix et nous pouvons affirmer avec fierté que nous avons réussi. Un point de l'accord reste inchangé, un point controversé. L'éligibilité des FARC. L'ex-président Uribe risque donc toujours de s'opposer à cette nouvelle mouture. Son successeur, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son action, n'a pas précisé si une nouvelle consultation populaire sera organisée. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont à nouveau défilé contre Donald Trump aux États-Unis. À New York, au moins 10 000 personnes ont remonté la 5e avenue jusqu'à la 56e rue où se trouve la tour Trump dans laquelle le président élu passe le week-end pour préparer son futur gouvernement. Cécile Galluccio. L'arrestation est plutôt musclée et c'est loin d'être la seule. Il y en aura 19 en tout
pendant cette manifestation anti-Trump. La police accuse les protestataires de jeter des bouteilles sur la voie publique. Faux, répondent ces manifestants. Ambiance beaucoup plus pacifique devant la Maison-Blanche. Ici, c'est avec des poèmes et des bougies qu'ils manifestent leur mécontentement. D'autres se sont donné rendez-vous devant cet hôtel du milliardaire. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas vraiment pourquoi les gens ont peur. C'est ce qu'il a dit qui nous fait peur. Je pense que d'autres candidats représentent bien plus que Donald Trump, qui lui n'attise que la haine. À New York, au pied de la tour Trump, les slogans non plus ne manquent pas. Les manifestants se sont ensuite emparés des rues. C'est leur 4e jour et ils ne comptent pas s'arrêter là. Une marche de protestation est déjà prévue le jour de l'investiture du nouveau président. Donald Trump deviendra donc en janvier le 45e président des États-Unis. Il devra s'atteler à des dossiers brûlants sur la scène internationale. Il aura beaucoup à faire. Le terrorisme étant une des inquiétudes majeures des Américains, la lutte contre Daesh s'imposera donc comme la mission première. L'analyse de Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Lui, dans ses promesses électorales, et là c'est l'une de ses promesses les plus sérieuses, il est déterminé à frapper et liquider Daesh. Mais Daesh, pour la liquider, il faut d'abord identifier dans Daesh qu'est-ce qui est Daesh et qu'est-ce qui n'est pas Daesh. Donc j'avais mentionné préalablement le fait qu'il y a la composante sunnite, arabe, anbar, bassiste, et cette composante concerne tout le monde arabo-musulman sunnite. Là, M. Trump a besoin de conseillers, et dans la région arabe, et il a besoin également de canaux, d'ouvrir des canaux nouveaux. Et comme c'est un pragmatique, puisqu'il est un homme d'affaires, par définition, vous n'êtes pas un bon homme d'affaires si vous n'êtes pas pragmatique. Si vous ne savez pas négocier, si vous n'avez pas choisir comment opérer de telle sorte pour pouvoir arriver à votre but. Si vous êtes idéologique, vous êtes bête et méchant. Donald Trump n'est pas bête et méchant. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien qui sera diffusé donc sur notre antenne mardi 15 novembre à 21h30 heure de Beyrouth dans le cadre de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Hommage et recueillement en France, un an après les attentats du 13 novembre qui ont fait au total 130 morts et des centaines de blessés. La politique s'invite ce dimanche à la 14e édition du marathon de Beyrouth. Le Premier ministre désigné Saad Hariri est figuré ce matin parmi les 43 000 coureurs réunis dans le centre-ville de Beyrouth. Et plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont à nouveau défilé contre Donald Trump aux États-Unis, notamment devant sa tour à New York, où le milliardaire élu président passe le week-end pour préparer son futur gouvernement. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous.